Le 19h de Public Sénat, toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de ce mercredi 15 septembre. Un exceptionnel climat de tension politique. L'Élysée en ligne de mire. La gauche dénonce une république abîmée par l'accumulation d'affaires et de soupçons. La réforme des retraites votée par l'Assemblée sera amendée par le Sénat début octobre. Nicolas Sarkozy promet de la marge sur la pénibilité. Gérard Longuet, le président du groupe UMP au Sénat, invité de ce journal. Nicolas Sarkozy suggère à la commissaire européenne Viviane Reding d'accueillir des Roms au Luxembourg, son pays d'origine, qui dénonce ce soir une malveillance française. François Fillon à Bruxelles dès ce soir pour s'expliquer sur la position française. Ambiance survoltée aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui a fini par adopter la réforme des retraites en première lecture. Mais le cheminement a été parsemé d'incidents. Le Parti socialiste dénonçant une démocratie bafouée et accusant Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée, de forfaiture. Sandra Cerquera. La nuit de débat sur la réforme des retraites a connu un épilogue pour le moins étonnant. Bernard Accoyer regagne son bureau poursuivi dans les couloirs de l'Assemblée par des députés socialistes remontés. Démission ! Démission ! Démission ! Quelle honte! Scandaleux! Scandaleux! On n'a pas le droit d'intervenir. Je prive de parole. Scandaleux! Il est 9h30, l'examen de texte est terminé, mais les bancs de la gauche veulent faire durer les débats. Depuis plus de 2 heures, les députés socialistes gagnent la tribune à tour de rôle. Bernard Accoyer, exaspéré, coupe court à ses prises de parole. Je ne laisserai pas, au travers de petites manœuvres, l'obstruction qui est paralysante et dévalorisante pour notre Parlement se réinstaller. La séance est levée. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. À 15h, la séance reprend pour le vote. L'ambiance est houleuse. L'opposition demande toujours la démission du président de l'Assemblée. Nouvelle passe d'armes, cette fois entre Jean-Marc Ayrault et Jean-François Copé. Peut-on d'ailleurs parler d'obstruction lorsque le temps réservé au premier parti d'opposition est limité à 20 petites heures sur un sujet aussi sensible ? Alors que les décisions qui seront prises affecteront directement et durablement la vie de nos concitoyens. Est-ce que c'est trop pour en débattre ? Nous savons bien, Monsieur Ayrault, que ces techniques, on les utilise quand on est dans l'opposition pour essayer de retarder les débats et puis surtout, dans le cas d'espèce, c'est criant de faire oublier que vous avez été, vous socialistes, incapables d'assumer à aucun moment sur la réforme des retraites une ligne politique claire. Après 24 heures de coups d'éclat, la loi est adoptée à la majorité absolue. 329 voix contre 233. Prochaine étape, l'examen du texte au Sénat le 5 octobre prochain, où le feuilleton des retraites risque encore de connaître quelques rebondissements. Monsieur le Président. La contestation des députés de gauche était appuyée à la mi-journée par une manifestation de quelques milliers de personnes réunies place de la Concorde. À l'appel des syndicats, des députés et des sénateurs communistes ont rejoint les rangs des protestataires. À noter les précisions aujourd'hui de Martine Aubry qui affirme que le Parti socialiste n'a jamais demandé la retraite à taux plein à 60 ans pour tous. Ce droit au départ concerne ceux qui ont leur durée de cotisation. Il faudra qu'une majorité de Français travaillent plus longtemps, a reconnu la première secrétaire du Parti socialiste. La réforme des retraites doit maintenant être examinée par les sénateurs à partir du 5 octobre. Il reste un peu de marge pour amender le texte, a annoncé Nicolas Sarkozy aux sénateurs UMP qu'il recevait à déjeuner. Bérangère Dinglas. Si tous les sujets ont été évoqués ce midi à la table de l'Élysée, les retraites en ont été le plat principal. Le président a demandé aux sénateurs d'expliquer la réforme aux Français, tout en leur promettant quelques libertés sur le texte. Nous aurons un petit peu de marge aussi au Sénat, sans doute pour revenir, peut-être pour aller un petit peu plus loin sur, pourquoi pas sur la pénibilité, sur un texte aussi important. Le président de la République ne peut pas se permettre de dire
au groupe UMP du Sénat qui est majoritaire, je veux un conforme, c'est-à-dire la même chose qu'à l'Assemblée. Sur l'âge légal, en revanche, pas question de négocier. Le président ne cédera rien sur les grands principes de la réforme. Il a été très explicite sur le problème de la retraite à 62 ans, puisque maintenant ça va passer au Sénat, sur lequel bien sûr il ne veut surtout pas lâcher. Il nous a demandé de vouloir bien réfléchir. C'est une mesure qui est absolument incontournable et que les Français, malgré ce qu'on peut leur raconter, ne sont pas dupes. Les sénateurs UMP l'ont promis au président, l'examen du texte dans la Haute Assemblée devrait être plus calme que les débats houleux de l'Assemblée nationale. Et au cours de ce déjeuner à l'Élysée avec les sénateurs UMP, Nicolas Sarkozy, indigné par le parallèle établi avec la Seconde Guerre mondiale, Nicolas Sarkozy s'est autorisé une pique qui ne va pas améliorer les relations entre Paris et Bruxelles et également le Luxembourg. Il a suggéré en effet à Viviane Reding, qui a critiqué les renvois de Rome, d'en accueillir dans son pays, le Luxembourg, pays d'origine donc de la commissaire européenne, pays qui proteste ce soir. Fabrice Cunet. La réplique de l'Élysée ne s'est pas fait attendre. Devant les sénateurs de la majorité, le chef de l'État a défendu sa politique d'expulsion. Pas de persécution, pas de stigmatisation, c'est le discours qu'il a répété ce midi. À charge à ses invités du jour de relayer le message du président. Le commissaire européen habite le Luxembourg, qui est très proche de la France, et nous serions très heureux si le Luxembourg pouvait accueillir aussi quelques Roms. À l'image de l'humour élyséen, le ton s'est durci aujourd'hui entre la commissaire européenne et l'exécutif français. Ce matin, Éric Besson et Pierre Lelouch qualifiaient de dérapage les propos de Viviane Reding. Un pécule, un billet d'avion pour le pays d'origine de l'Union européenne, c'est pas les trains de la mort, c'est pas les chambres à gaz. Et ce genre de dérapage auquel elle a ajouté sa voix, ça n'est pas convenable, ça n'aide pas à la solution du sujet. Problème, Viviane Reding a reçu le soutien de la Commission et de son président, José Manuel Barroso. Pas sur la forme, mais sur le fond. La France s'expose à une procédure dite d'infraction. Le gouvernement doit rapidement transmettre des explications écrites. Paris a 15 jours pour répondre aux inquiétudes européennes et convaincre. Reste que l'échange de petites phrases est embarrassant à la veille d'un sommet européen consacré à la gouvernance économique. Le torchon brûle donc entre Paris et Bruxelles, entre la majorité et l'opposition qui s'avance ceinte de son écharpe tricolore, on l'a vu tout à l'heure à l'image, pour défendre une république abîmée. Emmanuel Kessler, bonsoir. Bonsoir. Une impression de désordre s'installe. Le climat politique très tendu et très dégradé en cette rentrée qui peut ébranler la présidence de Nicolas Sarkozy. La polémique avec l'Europe, rarement le ton a été aussi vif, les propos aussi rudes, vous l'avez entendu. Et qui plus est, le président de la République a remis de l'huile sur le feu, si l'on peut dire aujourd'hui, en recevant les sénateurs à l'Élysée. Sur le plan intérieur, la cohésion du gouvernement se trouve tout de même mise à mal. Divergence Éric Besson, Brice Hortefeux dans l'affaire de la circulaire sur les Roms. Et puis dans l'enquête du contre-espionnage, sur les sources du Monde dans l'affaire Woerth-Bettencourt. On a vu tout de même le Premier ministre qui a mis en cause la responsabilité du cabinet de Michel Alliot-Marie pour les fuites qui ont eu lieu au sein du gouvernement. Un François Fillon, par ailleurs absent du vote solennel sur les retraites, et ça a été très remarqué aujourd'hui à l'Assemblée. Tout cela donne l'impression d'un gouvernement qui est un peu un bateau à la dérive aujourd'hui. Sur le dossier épineux des retraites, enfin, la manière dont le président de l'Assemblée nationale a coupé court au débat a constitué bien sûr une brèche dans laquelle, vous l'avez vu, l'opposition a pu s'engouffrer avec fracas. Derrière ces tensions, bien sûr, une atmosphère de pré-campagne présidentielle, mais aussi un Nicolas Sarkozy qui est mis en cause sur le terrain des valeurs et dont le gouvernement flotte. Pour sortir de cette ambiance, il n'est pas sûr qu'on puisse attendre novembre pour procéder à ce remaniement. Merci Emmanuel Kessler. Jean-Michel Baillet, le président des radicaux de gauche, réclamait ici même hier soir la dissolution pour résoudre cette crise de régime, selon lui. Question du nouvelobs.com. Sommes-nous face à une crise de régime? On regarde les réponses des internautes du Nouvel Obs qui majoritairement répondent oui. À 87%, non 12%. À suivre la réaction très attendue de notre invité, le président du groupe UMP au Sénat, Gérard Longuet. Bonsoir Gérard Longuet. Tension maximum donc à l'Assemblée nationale sur les retraites, soupçons sur la liberté de la presse, menace de poursuite de la Commission européenne. Est-ce une série noire pour l'exécutif? Non, c'est la vie.
C'est la vie lorsque l'on maintient un cap de réforme, et je suis en désaccord total avec Emmanuel Kessler sur une formule qu'il a utilisée qui est un gouvernement à la dérive. Non, les difficultés procèdent, c'est vrai, de ce que le gouvernement garde le même cap, qui est le cap de la réforme d'une part, et le cap de l'autorité de l'État et du respect de la loi d'autre part. Sur la réforme des retraites, les choses sont claires. Les socialistes constate que la loi est votée, et j'ajoute, la même après-midi, c'est très intéressant, nous avons le cinéma à l'Assemblée nationale, mais Mme Aubry, assez honnêtement, reconnaît qu'il faudra travailler au-delà de 60 ans pour avoir le taux plein, c'est-à-dire exactement ce que nous lui demandons de dire. Elle le dit simplement après le vote et pas pendant le débat. Quant à l'autorité de l'État, Mme Reding, pour laquelle j'ai la plus grande sympathie, parce que le Luxembourg, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le premier employeur lorrain. 80 000 Lorrains vont travailler tous les jours au Luxembourg. J'adore le Grand-Duché. Mais le problème, il est européen. Lorsque l'on a fait Schengen et lorsque l'on a construit l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, on n'a pas traité un problème qui se pose depuis une dizaine de siècles, des populations disponibles à la mobilité et qui, dans un espace ouvert, vont naturellement chercher, comment pourrait-on le leur reprocher, l'aide sociale la plus importante. Fallait-il que Nicolas Sarkozy ait ce mot aujourd'hui à l'intention de Viviane Reding, même s'il est choqué, comme beaucoup de Français, par le parallèle établi avec la déportation? Voilà, Mme Reding n'a pas été heureuse. Fallait-il que Nicolas Sarkozy, oui, c'est vrai, si remettre de l'huile sur le feu? Ou bien on est européen, ce qui est mon cas, et on se parle comme dans une famille avec des mots vrais, ou bien on considère que l'Europe, c'est un théâtre d'ombre. Puisque l'Europe est vraie et que c'est notre famille, on se dit des vérités. Et le Luxembourg, qui a été, comme la Moselle, comme l'Alsace, annexé pendant la guerre, sait parfaitement ce qu'est la déportation, et ce n'était pas le mot que Mme Reding aurait dû utiliser. Sur le gouvernement, tout de même, Gérard Longuet, vous savez bien que les ministres sont un peu paralysés aujourd'hui. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc c'est un peu l'image, effectivement, d'un gouvernement à la dérive, quand les ministres se contredisent. Le mot dérive n'est pas le mot exact. Un gouvernement à la dérive, c'est un gouvernement qui ne sait pas où il veut aller. Et très clairement, le Premier ministre l'a confirmé, c'est un gouvernement de réforme. Et nous conduisons la plus importante réforme en matière de retraite, c'est-à-dire l'un des nœuds de nos équilibres sociaux, du maintien de notre protection sociale, nous le faisons avec beaucoup d'énergie. En revanche, là vous avez tout à fait raison, l'annonce d'un remaniement a quelque chose de déstabilisant pour ceux qui sont concernés. Donc il est temps de passer à l'acte. Et en moins. Il est temps que Nicolas Sarkozy prenne ses décisions. Je pense que il est agréable d'être le maître du temps et de ne pas se laisser enfermer dans des délais. Et là, je dois reconnaître que le président s'est laissé enfermer dans des délais. Il doit en sortir? Il en sortira, c'est sa responsabilité. Le plus tôt possible, selon votre vœu? Il a fixé une échéance, c'était la réforme des retraites, elle est bien engagée. Elle n'est pas terminée. D'ailleurs, elle n'est pas terminée puisque justement le Sénat va être saisi et comme il nous l'a dit, avec la capacité de marquer notre apport. Comment est-ce que vous les voyez justement, ces ouvertures qui seront faites au Sénat sur les retraites D'abord, qu'est-ce qu'elles concerneront? La pénibilité par exemple? Non, mais d'abord revenir à une vérité. C'est que si nous faisons cette réforme, c'est qu'on ne peut... Dès maintenant, une retraite sur 10 est payée par l'endettement. Et donc il ne s'agit pas de porter atteinte à l'équilibre en 2018 du régime des retraites. Donc il y a déjà une première contrainte. La deuxième contrainte, et qui découle de la première, ce sont les âges pivots, 62 ans, 67 ans. À l'intérieur d'une même somme, si l'on peut faire plus pour les polypensionnés, pour les carrières longues, pour la pénibilité, en demandant pour les femmes qui sont souvent d'ailleurs touchées par la faiblesse de cotisation et par le manque de trimestres malgré les valorisations pour enfants, tout ce que l'on peut faire en étant plus juste, c'est-à-dire en donnant un peu plus aux uns, ce qui veut dire un peu moins aux autres, il faudra le regarder. Le groupe UMP fera des propositions. Le groupe UMP fera des propositions, c'est la volonté de son rapporteur Dominique Leclerc, c'est la capacité de notre groupe à le faire, mais à l'intérieur... Pour apaiser la colère des syndicats. La colère, c'est pas le mot exact. La déception des syndicats. Le rejet, voilà, le mot exact, c'est le rejet. Gérard Longuet, vous avez dit que les barrières d'âge ne changeront pas. 62 ans, âge de départ, 67 ans. Pour ceux qui n'ont pas cotisé. De la retraite sans décote. Voilà, sans décote pour ceux qui n'ont pas cotisé. Pourtant, suffisamment. Il y a quelques jours de cela, dans une interview, c'était l'autre semaine, le président du Sénat, Gérard Larcher, avait dit qu'il fallait peut-être regarder d'un peu plus près la barrière des 67 ans. C'est ce que Dominique Leclerc a fait. Et il apparaît très clairement que maintenir, comme certains nous le demandent,
l'âge de décote, de fin de décote à 65 ans, priverait cette réforme de 30% de ses recettes. C'est-à-dire, nous recréons du déficit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10% de déficit, on aurait encore 4% de déficit. C'est intolérable. Très bien. Mais c'est la démonstration qui est faite par l'examen conduit par notre rapporteur. On attendra donc ces ouvertures sur la réforme qui a été votée aujourd'hui en première lecture à l'Assemblée nationale. Gérard Longuet, vous n'avez pas vraiment répondu tout à l'heure aux accusations de la gauche qui parlent d'une République qui a perdu ses repères, d'une République abîmée. Alors, tout ce qui est excessif est insignifiant. Nous avons une République qui fait des lois difficiles, qui les vote, qui progresse et qui donne à la France des chances de succès. Alors, le point, non mais la vie quotidienne est difficile. Vous avez un sujet que vous n'avez pas évoqué, mais enfin vous l'avez évoqué dans les titres. La protection des sources des journalistes, très important. Elle n'est pas en cause aujourd'hui. Ce qui est en cause, c'est en effet la cohérence d'une action gouvernementale. Dans n'importe quelle entreprise, le secret professionnel appartient à l'entreprise et un salarié ne peut pas se l'approprier. Il en est de même dans un cabinet ministériel et il n'est pas tout à fait choquant que la République fasse... Pas tout à fait, mais les choses il n'est pas choquant du tout, pour être très clair. Mais les choses n'ont pas été... Il n'est pas choquant du tout que la République protège son fonctionnement. Des taupes, mais la procédure engagée n'a pas été la bonne, n'a pas été légalement bonne. L'enquête le dira, mais il s'agissait de protéger le travail d'un cabinet. Alors, je vous propose d'écouter, et vous pourrez réagir, on reviendra à la question de l'état de droit. Arnaud Montebourg, le député socialiste, qui était effectivement notre invité il y a quelques instants dans l'émission Preuve par 3. On l'écoute et vous réagissez, Gérard Longuet. Arnaud Montebourg. Il est la cause des graves difficultés que la France est en train de traverser et il est la première cause de leur aggravation. Donc nous n'avons rien à lui demander. Il n'est même plus le recours, comme on pouvait parfois l'espérer de ses prédécesseurs, quels qu'ils soient, le recours que nous sommes en droit d'attendre d'un président de la République qui doit être le garant des institutions. Il ne l'est même pas puisqu'il est lui-même l'auteur de ces violations. Vous avez compris, Arnaud Montebourg parle de Nicolas Sarkozy. J'ai compris après parce que le personnage que décrivait M. Montebourg ne ressemble en rien au président de la République qui, au contraire, a présidé l'Union européenne avec autorité, bâti des G8 et des G20 utiles et respecté dans les négociations internationales et qui a le courage de faire les réformes que pendant près d'un quart de siècle, les gouvernements successifs ont repoussées. Que tout soit parfait dans le meilleur des mondes, non. La réponse est non. Que les difficultés procèdent de la seule existence de Nicolas Sarkozy, M. Montebourg se ridiculise. Et à l'Élysée, vous avez vu le chef de l'État, vous le voyez régulièrement. Dans quel état d'esprit est-il? Est-ce que vous l'avez trouvé calme, malgré cet engrenage? Je le trouve très responsable de sa fonction et exerçant sa fonction comme il nous avait dit qu'il l'exercerait, c'est-à-dire totalement actif, comme on l'imagine dans un quinquennat. Encore une question sur le budget, puisque Christine Lagarde aujourd'hui a levé le voile sur l'élaboration du budget de l'an prochain, avec 22 niches fiscales qui seront rabotées de 10% pour un gain de 500 millions d'euros. On se dit que c'est très peu et on sait que c'est très très peu pour la commission des finances du Sénat. Est-ce que là vous allez amender également, comme sur les retraites? Je pense vraiment que le Parlement est dans son rôle, et c'est d'ailleurs son origine, lorsqu'il vote l'impôt, et lorsqu'il examine les niches. Et donc nous examinerons toutes les niches en toute responsabilité. Donc quand est-ce que la réforme des retraites sera votée selon vous au Sénat? Vous pouvez nous donner une date? Au Sénat à partir du 5 octobre. Nous n'avons pas le temps global, donc on prendra le temps qu'il faut. Ça se passera mieux qu'à l'Assemblée nationale, sans doute? Nécessairement mieux, parce qu'on aime bien parler ici. Et je vous rappelle que Monsieur Leclerc et Madame de Montès ont travaillé ensemble. Donc nous ne sommes pas à 180 degrés, on a au moins les mêmes bases. Oui, pas les mêmes conclusions, mais les mêmes bases. Le vote, ce serait quand pour vous? Je pense que 2 à 3 semaines de débat me paraissent normales sur un sujet de cette importance. Le remaniement dans la foulée, est-ce que vous en serez éventuellement, Gérard Longuet? On évoque toujours votre nom. C'est très flatteur, mais c'est pas ma préoccupation. C'est pas votre préoccupation? Non. Je suis très bien ici, vous savez. Vous êtes très bien ici. En plus, ça me permet de parler sur Public Sénat, donc c'est un rêve dans la vie. Très bien. Restez avec nous. Je vous propose, en tous les cas, de rester avec nous encore quelques instants.
Gérard Longuet, puisque nous allons accueillir maintenant le sociologue Hugues Lagrange, un sociologue qui vient de sortir ce livre, Le déni des cultures, et dont on parle beaucoup car il aborde la difficile question de l'impact de l'immigration en matière de délinquance et d'échec scolaire. Difficile question car polémique, Élise Ecardi. C'est un livre qui fait déjà grand bruit. Le déni des cultures d'Hugues Lagrange s'attache à expliquer les dérives de la situation dans les cités sensibles, 5 ans après les émeutes de 2005. Mais cette fois, et la chose est nouvelle, pour parler de délinquance, il prend en compte la dimension culturelle. Il affirme ainsi que les jeunes éduqués dans des familles du Sahel, d'Afrique noire, seraient 3 à 4 fois plus impliqués comme auteurs de délits que dans des familles dites autochtones. En France, où les statistiques ethniques sont interdites, l'étude met les pieds dans le plat. Mais l'auteur se défend bien de lier la délinquance et l'immigration qu'il ne remet pas en cause, comme d'autres intellectuels et politiques. S'il prend en compte les données culturelles, c'est pour mieux analyser la situation, point de départ de solutions adaptées. Bonjour Hugues Lagrange, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Est-ce que vous avez l'impression, avec votre étude, cet ouvrage, de bousculer un tabou ? J'ai l'impression de bousculer un tabou et comme toujours, ce faisant, de ma modeste place, c'est bien difficile de le faire sans déraper. Ce que je voulais dire avec ce livre, mais que votre présentation ne résume pas, à mon sens, de façon correcte, c'est que nous sommes en plein déni. Oui. En écrivant une circulaire confidentielle visant l'expulsion des Roms, pourquoi les Roms? Je pense que l'affaire de Saint-Aignan y est pour quelque chose, mais oui. Peut-être les Noirs, vous me laissez finir Monsieur Longuet s'il vous plaît, peut-être les Noirs ou les Maghrébins. Le pouvoir vise une minorité. En réécrivant aujourd'hui la circulaire pour enjoindre au préfet d'expulser les occupants illicites sans les nommer, on continue la même politique dans le déni. C'est précisément ce déni, cette hypocrisie qui trame notre vie politique et sociale qui me gêne. Ce n'est pas un bien qu'on réécrive la circulaire en gommant le mot Rome. Ce qui est détestable, c'est qu'on expulse les Roms. C'est qu'on n'est pas pris en compte. C'est que, avant d'expulser ces gens, nous ne balayons pas devant notre porte. Plus de 50% des communes n'ont pas mis en place les aires qui leur permettraient... Hugues Lagrange, l'immigration, au cœur de votre ouvrage, on a compris que vous ne... Enfin, on va en parler. Vous ne soutenez pas la politique du gouvernement sur les Roms et également sur ce qui se passe. Je la soutiens comme la corde soutient le pendule, monsieur. Et également, vous critiquez également la ghettoisation des quartiers. Mais est-ce que vous avez effectivement quand même l'impression de dire des choses qui gênent et qui gênent qui? Car d'autres sociologues, des politiques, vous critiquent. La ghettoisation des quartiers, c'est ça le problème. Il n'y aurait pas des tensions aussi fortes en France si les populations issues de l'immigration, en particulier de l'immigration africaine et turque, n'étaient pas reléguées dans des quartiers desquels, surtout, les classes moyennes se sont éloignées, les classes moyennes autochtones et, j'ose dire, aussi les classes moyennes issues de l'immigration la plus ancienne. De sorte que vous avez dans ces quartiers, je dirais, des sociétés sans tête. C'est-à-dire des situations où des modèles positifs liés à des accomplissements sociaux ne sont pas sous les yeux des adolescents. Et que ça, c'est un facteur considérable d'aggravation des difficultés. Alors je vais vous citer, vous évoquez un surcroît d'inconduite des Noirs, hein, c'est bien cela, par rapport aux autochtones. Mais je le rappelle, et vous êtes là, vous l'avez dit d'emblée, vous ne stigmatisez personne dans votre ouvrage, vous ne faites aucun amalgame. Mais vous allez contre l'argument quand même de l'excuse sociale qu'on entend souvent. Bien sûr, je pense qu'il faut admettre pour tous les hommes, pour toutes les catégories de la population, qu'il y a une liberté du sujet, que tout individu a une part de responsabilité dans ses actes, une part, et que la société a une autre part, et qu'il faut effectivement tenir compte de l'un et l'autre. Mais je n'aime pas, encore une fois,
qu'on globalise. Je ne parle pas des Noirs. Je parle de culture. Permettez-moi de revenir sur le titre culture. Si je dis culture, c'est que précisément les termes raciaux, qui ont encore en Europe, ils n'ont pas le même sens aux États-Unis. Mais en Europe, ils sont très marqués par une idéologie, celle de Gobineau, celle de Vacher de la Pouge, qui sont horribles et qui ont abouti aux errements qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. Vous parlez de facteurs culturels pour ne pas dire ethniques. Non. Non, justement. Quand on dit ethnie, c'est du politiquement correct. C'est une euphémisation de la race la plupart du temps. On ne dit pas racial parce que ça fait mauvais genre après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est plus acceptable. Excusez-moi, le mauvais genre n'a pas de sens. Oui. Parler de culture, c'est parler de trajectoire historique. C'est parler du fait que les groupes qui sont venant d'Afrique subsaharienne, du Sahel ou de la région du Golfe de Guinée en France ont une trajectoire. Certains groupes venaient des zones urbaines, d'autres des zones rurales. Certains migrants étaient plus éduqués, d'autres moins éduqués. Il est évident que la nature des trajectoires migratoires, l'origine des migrants, a une influence sur leur insertion en France. Alors, vous êtes sociologue, je le rappelle, vous abordez les sujets de front, vous estimez qu'il faut cesser les dénis. Peut-on le faire sans favoriser le Front National? J'espère. J'ai dit les choses assez fermement. Je ne crois pas pouvoir être le moins du monde confondu avec ces gens qui sont les acteurs principaux de la xénophobie, du racisme et de la fermeture aux autres. Ce que je dénonce, c'est la fermeture aux autres. Ce que je souhaite, et je ne crois pas partager le moins du monde avec eux, des idées, c'est l'acceptation d'une pluralité de cultures. Je donne un seul chiffre qui est issu de travaux de recherche en cours. Si l'on compte aujourd'hui les immigrés et les descendants directs d'immigrés, ça fait 20% de la population en France environ. C'est une composante considérable. Il faut accueillir cette diversité. Alors Hugues Lagrange, je vous avais été un peu rude tout à l'heure avec Gérard Longuet. Lors de votre préambule, on a senti que vous vouliez bien montrer votre distance par rapport à la politique. Gérard Longuet n'est pas l'auteur de la circulaire. Non, mais alors peut-être qu'il a envie de réagir. Il vous a écouté très attentivement. D'abord, premièrement, il y a très longtemps de cela, j'ai fait aussi des études de sociologie et je crois profondément, en effet, que les cultures existent, que les diversités culturelles existent et que les méconnaître serait une erreur fondamentale si on veut assurer, par exemple, le succès de la scolarité des jeunes. Et donc, il y a un besoin de connaissances culturelles et je ne reprocherai jamais à un universitaire de faire un travail ouvert, sans aucun tabou, sans aucun scrupule. Voilà, c'est donc, le déni des moi, cultures. je suis très content qu'on pose ce type de questions. Après, les solutions sont un petit peu plus compliquées. Alors, il en donne une, on n'a plus le temps là, mais il parle notamment des mères, les femmes. C'est le fond du problème. Voilà. La famille matrilinéaire et l'irresponsabilité des pères est une vraie tragédie pour une partie de notre population. Voilà, Hugues Lagrange, le déni des cultures. On en parle beaucoup et je pense qu'on va encore beaucoup en parler dans les semaines qui viennent. C'est la fin de cette édition. Merci. À suivre les programmes de la chaîne parlementaire Assemblée nationale avec François Bayrou qui est leur invité dans un instant. Et puis à 22h, le journal avec Sonia Mabrouk, cette fois sur Public Sénat. Bonsoir. Publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Certains disent c'est sa dernière campagne, pourquoi vous avez toujours ce goût-là? Oui, on a dit ça souvent. Monsieur Le Pen, certains disent que c'est votre dernière campagne. Pour vous, c'est le dernier rang, c'est la dernière campagne? On me pose souvent la question, Monsieur Le Pen, est-ce que c'est votre dernière élection?
J'ai dit, écoutez, je n'en sais rien, j'attendrai que le patron sonne me rappelle.